Bienvenue dans cet épisode du Collier de Nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et mamans sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Vous écoutez le 3e épisode, Parole, sur le thème du corps. Coucou Jules, est-ce Bonjour. que tu pourrais, te présenter? Alors je m'appelle Jules, j'ai 22 ans, je me définis comme un garçon trans, non binaire, et mes pronoms c'est il, lui du coup. Est-ce que tu pourrais expliquer, ce que ça veut dire, être non binaire? En fait, être non binaire, ça pour moi, ça veut dire que je me situe ni complètement, comme féminin, ni complètement comme masculin. Je me situe quelque part entre les 2 et voilà, en fait, moi, dans ma tête, c'est genre profondément, je suis non binaire, mais dans la vie de tous les jours, je me définis plus comme un garçon parce que c'est plus simple pour moi, pour, les gens, pour comprendre, autour de moi et cetera. Est-ce que tu dirais que ton rapport à ton corps a changé à partir du moment où, tu as pris conscience, de ta transidentité? Oui, oui, énormément, mais de plein de façons différentes, et je veux dire à plein de moments différents. Déjà pour commencer, ça a changé, quand j'ai pris conscience donc de ma transidentité, où je me suis rendu compte: «Ah ouais, dis donc, j'ai un corps et j'ai un mal-être et un certain mal-être». Je dirais pas non plus un mal-être, innommable, mais, c'était quand même je me sentais mal sur certaines choses et je savais pas pourquoi. Et quand je me suis rendu compte que j'étais trans, je me suis dit: «Ah bah, ça y est, je sais pourquoi je me sens pas bien», par exemple, par rapport à ma poitrine, Mmh. pourquoi je me sens pas bien quand je me maquille, pourquoi je me sens pas bien par rapport à ma voix, pourquoi des choses comme ça, choses qui m'ont toujours complexée. Au fur et à mesure, ouais, c'est en fait ma dysphorie, en fait, c'est-à-dire le fait que je me sente, pas dans mon corps comme on me perçoit. Moi, la façon dont je me sens dans mon corps et dans mon esprit, c'est pas la façon dont on me perçoit à l'extérieur. Cette dysphorie-là, c'est vraiment, accéléré et intensifié à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais trans. Parce que là, vraiment, dans ma tête, je me sentais de plus en plus comme un garçon, mais à l'extérieur, on me voyait toujours comme une fille. Mon corps n'avait pas changé donc il y avait eu ce moment-là et après il y a eu le moment où j'ai commencé à prendre des hormones. Là, forcément, le rapport, il a énormément changé parce que ton corps, il change et que, ben, c'est pas comme à ta première puberté à 13, enfin 12, 13 ans. Là, moi, dans mon cas, j'en ai 21, 22 et j'arrive à intellectualiser une puberté, ce qui est quand même une chance. Ouais, ouais, il y a une grosse évolution. C'est compliqué parce qu'on se rend compte, enfin vraiment, ça peut être hyper stressant de voir que ton corps, il change comme ça à 20 ans, 22, genre l'enveloppe dans laquelle tu as toujours vécu, bah, change et que, bah, c'est toi qui as décidé de le faire. Plein de changements, la pilosité, ta masse, musculaire qui change dans mon cas, la sensation de ta peau, ton odeur, ta la sensation de chaleur, la sensation de froid et cetera. Il y a plein de trucs comme ça que tu vois pour certains effets tous les jours et pour d'autres effets, ben, quand tu vois des photos d'il y a 2, 3 mois où tu vois que ça a hyper changé ou des trucs comme ça c'est quelque chose d'assez dingue à vivre. Mais c'est fou ce que tu dis par rapport à l'odeur. Ça doit être fou de voir ce genre de changement. Est-ce que tu t'y attendais, Ouais, ouais, je le savais. Ah, j'étais bien documentée là-dessus. Je savais que l'odeur changeait. Bon, alors évidemment, moi, je sens pas mon odeur qui change, hein, mais on me le dit et puis Mmh. même, je sens que je transpire plus, par exemple, avec la testostérone, donc c'est assez étrange quand même. Et du coup, tu parlais de dysphorie de genre. Ouais. Il me semble que du coup l'opposé un petit peu c'est, l'euphorie de genre. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, ce que c'est la différence, Moi, je dis souvent que j'ai découvert ma transidentité à travers l'euphorie et pas la dysphorie. Comme je le disais avant, j'avais certes un mal-être sur lequel j'avais pas mis de nom, mais c'était sans plus, en fait. Enfin, ça m'empêchait pas de vivre et de me lever tous les jours, ça allait. Mais en fait, je raconte pour expliquer l'euphorie de genre, je raconte toujours cette anecdote et tu t'en souviens sûrement, de de cette ta coupe de cheveux? fois-là où je suis Ouais. allée me couper les cheveux entre 2 cours et où je me suis rendu compte, je suis passée d'une coupe de cheveux, en dessous des seins à la coupe, quasiment la même que j'ai aujourd'hui en fait, les cheveux courts, et en fait, en rentrant chez moi et même les jours d'après, des fois quand on m'appelait monsieur vite fait dans la rue, vite fait comme ça, je me suis dit: «Waouh!» enfin, j'étais tellement heureux en fait et du coup, ouais, l'euphorie, c'est vraiment le fait de sentir en adéquation entre comment on te perçoit dans la rue, comment on te perçoit dans l'espace public et comment
toi tu te perçois. Ça s'est passé comment avec, bah, typiquement ta mère quand tu lui as fait ton coming out, Alors très bien. Ma maman donc c'était en février, 2020 et en fait elle était venue à Paris et en fait avant qu'elle arrive, j'avais écrit une longue lettre de 6 pages où je lui expliquais tout en fait. Je lui expliquais, ce que c'était la transidentité, j'avais fait des schémas, j'ai fait des dessins et puis je lui ai expliqué, ben, voilà, que moi je me sentais trans, qu'être trans c'était ça et que moi je me situais sur tel endroit du spectre masculin-féminin et j'ai fini par dire: «Je t'écris cette lettre parce que je vais, prendre des hormones. Je te demande pas ton autorisation parce que j'estime que j'ai pas à l'avoir, mais je vais le faire, ça va me faire tel effet, tel effet, tel effet, tel effet. Je vais être suivie par tel médecin, tel médecin, tel médecin. Tu n'as pas à te faire de soucis pour moi, je sais ce que je fais, ça va bien se passer, fais-moi confiance» et du coup, bah, je lui ai écrit cette lettre, je l'ai mise, dans une enveloppe dans le bureau et tout. Je suis partie à la Sorbonne et je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit: «Écoute, il y a une lettre, à tel endroit, lis-la et viens à la fin de mes cours et puis on va boire un coup et puis si tu veux, on en parlera et puis au pire, on n'en parle pas et puis c'est tout», tu vois? Donc elle me dit: «OK». Alors moi là, gros stress, je dois l'avouer, hein. Et puis elle finit donc par lire la lettre et elle m'envoie un message où elle me dit un petit message, où elle me dit un truc du genre: «Oui, j'ai lu ta lettre, je la relirai souvent, je suis fière de toi, moi tout ce que je veux c'est que tu sois heureux». Donc tout de suite les bons pronoms et tout. Après elle est venue à la Sorbonne et puis on est allé boire un truc et puis, bah, on en a parlé et puis voilà, ça s'est très bien passé et bon alors après il y a forcément eu plus de questions qui se sont posées. Mais ma mère, elle a tout de suite pris le parti de dire: «C'est pas à toi de m'éduquer, je vais le faire moi-même» et du coup, elle est allée à la station LGBT de Strasbourg, suivre plein de réunions avec des parents de personnes trans, avec des personnes trans. Elle va régulièrement à ces réunions et maintenant, bah, elle est ce parent qui aide les parents dont leur enfant vient de faire leur coming out trans, donc c'est trop cool, je suis trop fière d'elle. Donc ouais, donc c'était super bienveillant. Je pense que j'ai bien fait de lui expliquer parce que ma mère, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup et si je lui avais pas expliqué toutes les démarches que j'allais faire et pourquoi je le faisais et pourquoi ça me faisait me sentir d'une façon ou d'une autre, ça aurait été plus compliqué donc à contrario, mon père, je l'ai mis devant le fait accompli et heu et on n'en a jamais parlé et pendant des mois, ça a été très, très compliqué parce qu'on n'en a pas parlé du tout. est-ce que tu penses que, tu avais besoin de passer par l'écrit pour, que ce soit posé, pour bien expliquer? Tu te sentais pas à l'aise de le faire, à l'oral, avec ta mère? Non, du tout parce que alors pas parce que ma mère est méchante ou quoi, hein, pas du tout, c'était juste, parce que moi je parler à l'oral, j'aime bien, mais pas quand j'ai pas les mots et là, en l'occurrence, bah, je venais pas de découvrir ma transidentité, mais je l'apprivoisais encore. C'était le moment où je voulais prendre des hormones et que voilà, je venais de prendre la décision. Alors j'ai écrit cette lettre parce que moi, pour moi, c'était vraiment important de me poser pour écrire et pour réfléchir à ce que je voulais écrire et aussi qu'il y ait une trace écrite. Parce que je sais que ma mère, elle la relit cette lettre souvent parce que ça l'aide et voilà, pour moi, avoir écrit une lettre, je pense que c'était une bonne idée pour avec ma maman parce qu'au moins, ben, elle a pu retourner sur cette ressource autant qu'elle a voulu. Tu dirais que, dans ton rapport, à ton corps, le regard que posait ta mère, sur ton corps, bah, soit par le passé, soit maintenant, est-ce que ça a eu un impact sur toi? Je pense pas parce que ma mère a très tôt cessé de poser un quelconque regard sur mon corps. Je sais pas comment expliquer. Genre, bah, en fait, j'ai le sentiment que dès ma première puberté, mon corps était mon corps et que ça ne regardait plus ma mère. Mais à partir de la puberté, ben, ça y est, j'étais grand, en fait et je pouvais, gérer le truc. Bon, si j'avais des questions, je savais que je pouvais, demander à ma mère, à ma sœur, à mon frère, voilà, il y avait pas de souci. Mais, on a très vite eu, dans la famille une sorte de comment on appelle ça quand on est pudique? De la pudeur, De ouais. pudeur, voilà. On Mmh. a eu beaucoup de pudeur, pas malsaine, hein, pour le coup, hein. Vraiment, c'était de la pudeur de: «Tu gères ton corps, je gère mon Mmh. corps. Si on a des questions, on peut se parler, mais voilà, chacun sa route, chacun son chemin». Tu vois, ma maman, les compliments qu'elle me fait, c'est quand pour me dire que je suis quelqu'un de courageux, que je suis quelqu'un d'intelligent, bla bla bla. C'est vrai que je viens de me rendre compte, mais on se fait jamais de réflexion sur le physique. Que ce soit positif ou négatif, on ressent pas le besoin de le faire.
Est-ce que toi, à titre perso, tu as envie, d'être parent? Ouais. Ouais, ouais, vraiment, j'ai envie d'être parent, j'ai envie de porter mes enfants ou mon enfant parce que je pense de plus en plus en avoir qu'un. C'est un peu le parcours du combattant parce que en fait, si là, par exemple, aujourd'hui, je change mon état civil pour mettre un M à la place du F sur ma carte d'identité, je peux pas avoir d'enfant en France. Voilà, je vais devoir l'adopter. Donc je pourrais pas passer par le parcours PMA en France. Mais oui, j'ai envie d'être parent et j'ai envie de porter mon enfant si je peux en avoir l'occasion. Dans ma tête, je peux être un papa qui porte mon enfant, ça ne pose aucun problème. Enfin, je sais que voilà, dans l'espace public, ça va être compliqué, que ce sera 9 mois, c'est difficile. À titre très personnel et dans ma vie privée, c'est tout à fait, acceptable, tout à fait normal, concevable. Par rapport, aux éventuelles, remarques, sur ton corps que tu peux avoir, en tant que personne, trans, est-ce que, comment dire? C'est quoi, typiquement, les trucs que tu en peux plus d'entendre? Ah, déjà, je sais pas vraiment parce que je suis patient donc j'ai pas vraiment de point de saturation pour l'instant. Mais au travail, ouais, mes collègues, quand j'ai dû leur expliquer, par exemple, «Mais du coup, tu les filles ou les garçons?» ou alors, «Mais du coup, tu vas faire l'opération du bas?» C'est plein de questions comme ça. Alors vraiment, moi, j'ai pas de point de où je supporte plus, hein. Moi, je réponds. Mais c'est vrai que c'est des questions un petit peu embêtantes qui reviennent souvent de: «Non mais tu ce qui commence toujours par: «Non mais désolé, dis-moi si c'est indiscret mais oui, oui, ça l'est, ça l'est. Mais d'un autre côté, je considère que j'ai eu un parcours assez, facile pour, pouvoir me mettre à disposition pour répondre à ces questions. Parce que finalement, je me mets à la place de ces personnes. Si elles ont jamais eu accès à quelconque ressource, comment tu veux qu'elles aient les bons gestes et les bons mots? Et j'explique. Parce que, bah, finalement, moi, j'en aurais eu besoin, en fait, si j'avais été dans leur cas. Je réponds toujours, en fait, sauf si c'est vraiment insultant. Mais si c'est juste, de la curiosité, même si c'est de la curiosité malsaine, je préfère répondre et dire que c'est de la curiosité malsaine, dire: «Attention, moi je te réponds parce que j'ai envie, mais c'est de la curiosité qui est mal placée, qui peut être mal vue» et cetera, que plutôt, tout de suite remballer et laisser la personne, seule dans son truc, tu vois? Genre, je préfère aider à comprendre. Et du coup, tu dirais que c'est, plus facile d'expliquer, toutes ces choses-là à quelqu'un de jeune, type un ado de 12 ans, ou à des personnes plus âgées? Les enfants, les enfants. Parce que les enfants, ils savent pas. Ouais, ils savent pas donc ils te coupent pas. Alors que les adultes, ils croient savoir des choses et du coup, ils te coupent et ça m'énerve parce que déjà, tu sais pas, tu me poses une question, je te réponds: «Écoute-moi», alors que les gamins, bah, tu parles et ils t'écoutent et après ils posent des questions. Je fais des IMS, c'est-à-dire des interventions en milieu scolaire avec, l'association, SOS Homophobie. Et du coup, on va régulièrement, dans des collèges, lycées pour expliquer, bah, aux enfants, ce que c'est être LGBT+. J'ai passé tellement d'heures à expliquer à des enfants qui j'étais, ce que j'étais. Donc j'ai passé tellement d'heures à faire ça que maintenant, ça me passe un peu au-dessus quand c'est une question un petit peu déplacée vite fait comme ça parce que je sais enfin, en ayant vu les gamins, je sais qu'ils pensent pas à mal, en fait. Merci pour ton témoignage. Merci, merci de m'avoir donné la parole. C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur Le Collier de Nouilles et sur Twitter sur CDN-podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.